Tranche de coupe, saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et on est ravis de vous retrouver pour ce 9e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Je suis Jetlag. Jetlag ». Et on va pas se mentir, on est tous les deux Jetlag. On y reviendra, mais on a passé des chouettes vacances, une dizaine de jours au Québec. On est revenu il y a 2 jours et je dois reconnaître que on a un peu de mal. Là. Dans ce sens-là, c'est on plus est dur. plutôt jeune, hein. Dans ce sens, tu dis quoi? Je dis que dans ce sens-là, c'est plus dur. Paradoxalement un petit peu, oui. Enfin bref, on va s'en remettre. En tout cas, on est jetlag et ce podcast va être aussi un peu de jetlag, vous allez vous en rendre compte, parce que l'actualité aidant et notre actualité aidant, on va un tout petit peu modifier la structure habituelle de ce qu'on vous propose habituellement. Donc on va naturellement commencer par une rubrique d'information à laquelle Max va revenir très vite. Et puis 2 autres sujets d'information, dont un sujet qui va s'étendre pour devenir aussi un sujet vie de couple, vous verrez pourquoi. Et le sujet d'information du milieu tiendra également lieu de Point Belgitude. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Ça n'a pas l'air clair, mais vous allez voir, c'est très clair. Alors merci à toutes et à tous de votre patience, de nous avoir attendus pour toutes ces longues semaines. Je suis sûr d'avoir attendu le retour du podcast. Voilà, on est là, on est prêt et on est motivé pour les 6 prochains mois vous proposer toujours des podcasts, on l'espère, de qualité et qui vous plaisent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre vos questions, vos remarques, vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux. On est toujours présent sur Facebook, un peu moins sur Twitter et sur Blue Sky, mais on répond en tout cas toujours à vos messages quand il y en a. Merci à vous pour vos commentaires aussi sur YouTube, et je crois qu'on n'a pas répondu aux derniers commentaires, mais on les a bien vus, on vous en remercie. Et comme d'hab, n'hésitez pas à le partager pour nous aider à rester visible et nous encourager à vous proposer ce podcast toujours régulièrement. Alors Max, première rubrique actu. On passe outre-Atlantique, on se jetlag outre-Atlantique et on va parler de notre meilleur je sais pas quoi, Donald Trump. Ouais, on vous avait promis un petit point de situation sur Donald Trump dans le dernier podcast. Ça et vous donc, avait manqué. Ça y est, on le fait. On vous avait déjà fait un petit point dans la rubrique, dans l'épisode 6. Si vous ne l'avez pas écouté, mais vous pouvez peut-être l'écouter avant cet épisode. Et non, là, ils sont déjà en train d'écouter l'épisode, mais vous pourrez l'écouter tout de suite. Oui, après, tu peux faire une petite pause et revenir en avant, parce que là, je vais quand même faire la suite. J'ai posé les bases. C'est vrai qu'il faut quand même avoir les deux. Voilà. Et Donald Trump, il reste le favori des sondages pour l'élection présidentielle américaine qui aura lieu donc cette année, à la fin de l'année en novembre, et sauf empêchement d'ordre judiciaire, en position très crédible d'être élu. Ce qui, pour nous, côté européen, nous paraît absolument inconcevable, mais qui est effectivement une réalité probable de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ces affaires judiciaires, on va les balayer pour faire un petit état des lieux. Donc, le premier procès sur lequel je voulais revenir... Le premier procès, il y en a combien comme ça? Il y en a 5-6. Hein. C'est un procès civil de la Trump Organization à New York, où Donald Trump et son groupe sont accusés d'avoir artificiellement gonflé la valeur de leurs actifs immobiliers. J'avais fait le point donc, dans l'épisode 6. Et l'ancien président et 2 de ses enfants qui sont impliqués dans les affaires de la Trump Organization, ont été auditionnés tout au long de ce procès. Donc, je rappelle... la Trump Organization a déjà été condamnés, en gros, ils sont coupables, et l'objectif de ce procès, c'était de déterminer le montant des amendes et des sanctions. Et donc, le procès a été un petit peu compliqué parce que Donald Trump, notamment, s'est attaqué au juge démocrate Arthur Engoron, qui préside les débats depuis octobre 2023, de manière assez virulente, comme d'habitude, avec l'ancien président des États-Unis. Vous vous souvenez, Trump et ses avocats s'étaient plantés. Ils avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas, ou ils n'avaient pas demandé à ce qu'il y ait un jury, et donc tout repose dans les mains de ce juge.
Et donc Trump, naturellement, a dit qu'il était complètement persécuté dans le contexte des élections. Donc le procès s'est terminé et le procureur a demandé à ce que Trump et son organisation payent une amende de 370 millions de dollars. Et effectivement, il pourrait y avoir dans les sanctions l'interdiction de gérer des affaires dans l'État de New York. Avec toutes les banques. La question, c'est de savoir quel sera l'impact. Est-ce que Trump et son organisation seront en mesure de payer une amende qui finalement est quand même assez énorme, et là, il ne va pas faire des prêts pour pouvoir la payer. Donc, voilà, quel pourrait être l'impact pour son organisation. Donc maintenant, on attend que le juge rende sa décision donc sur ce premier procès. Alors, deuxièmement, on vous avait parlé lors de l'épisode 6 du fait que dans plusieurs États américains, il y avait des mouvements en cours pour potentiellement retirer Donald Trump de la liste des candidats à l'élection présidentielle, compte tenu qu'il ait fomenté une insurrection à la fin au début de l'année 2021 pour éviter que les résultats et la victoire de Joe Biden soient finalement certifiés. Alors, il y a 2 États américains, le Maine et le Colorado, qui ont pris la décision de refuser que Trump soit inscrit comme candidat à l'élection présidentielle de 2024, justement en raison de cette tentative de coup d'État. Leur décision d'inéligibilité, elle est fondée sur une disposition constitutionnelle, la clause d'insurrection de la section 3 du 14e amendement de la Constitution américaine. Alors ça date quand même, cette clause, de 155 ans, donc c'est pas récent. Et c'est juste après, pour revenir un peu sur l'historique de comment on en est arrivé là, juste après la tentative d'insurrection du 6 janvier, à travers l'attaque du Capitole, que certains groupes libéraux se sont donnés pour cheval de bataille d'empêcher Trump d'être candidat à nouveau pour l'élection présidentielle de 2024. Donc ils ont fait du lobbying dans les 50 États américains, et ça a conduit à des actions en justice dans 2 douzaines d'États, avec notamment 26 plaintes qui ont été déposées. La majorité a été classée sans suite, mais toutes les procédures ne sont pas terminées. C'est au Colorado que la première victoire est intervenue, parce que finalement, la Cour suprême de l'État du Colorado a décidé fin décembre qu'effectivement, Donald Trump était inéligible. Dans un certain nombre d'États américains, les responsables des élections, les secrétaires d'État, donc c'est la fonction de secrétaire d'État de chaque État, se sont déclarés dans l'incapacité d'empêcher unilatéralement la candidature de Trump. Et donc, c'est plutôt devant la justice que ces questions-là sont traitées. Mais dans l'État du Maine, eh bien, le secrétaire d'État a décidé, lui, de prendre cette décision et de biffer la candidature de Trump. Alors, les avocats de Trump ont bien sûr contesté cette décision, contesté la décision de la Cour suprême du Colorado, et maintenant, la question doit être désormais tranchée par l'échelon supérieur, qui est directement la Cour suprême fédérale des États-Unis, qui a accepté de se saisir de cette affaire, et les premiers arguments seront entendus le 8 février prochain. Alors, l'approche des avocats de Donald Trump, c'est de dire à la Cour suprême, finalement, seul le Congrès fédéral peut déclarer un candidat inéligible sur la base de la section 3 du 14e amendement, et donc un État n'a pas le pouvoir de décider, dans un État fédéré, de supprimer un candidat à l'élection présidentielle sur la base de cette justification. Et donc, il faudra voir ce que la Cour suprême décide. Soit elle tranche dans le même sens que la Cour suprême du Colorado, et là, ça peut faire effet boule de neige. Ça va chauffer. Notamment dans les 14 autres États où la décision reste en suspens. Est-ce que c'est réaliste, si je peux t'interrompre, que la Cour suprême à majorité conservatrice... Le truc, c'est que c'est une question de droit. Là, on est vraiment sur des éléments juridiques. La raison pour laquelle la Cour suprême du Colorado a été saisie, c'est que dans la cour qui avait décidé auparavant, cette cour-là avait décidé que finalement la section 3 du 14e amendement ne s'appliquait pas pour un ancien président. Et donc, ça ne couvrait pas une élection présidentielle. Donc, on est sur des trucs assez techniques, en fait. La Cour du Colorado a jugé que cette clause
de la Constitution s'appliquait dans le cadre d'une élection présidentielle. Et donc, c'est ce que doit décider la Cour suprême, c'est ça. Est-ce que cette clause s'applique ou non? Et donc, on va quand même être sur une question qui n'est pas purement... bien sûr, c'est très politique, mais d'abord, c'est une question d'application de l'esprit de la Constitution. Oui. Et on va y revenir. La Cour suprême va aussi traiter de Donald Trump sous un autre angle. Indeed. Alors, troisièmement, vous vous souvenez peut-être que j'avais mentionné une affaire dans l'État de Géorgie, et j'avais mentionné que c'était un procès important parce que, à la différence des autres procès au civil ou au pénal, qui se tiennent au niveau fédéral, et donc qui sont potentiellement susceptibles d'être overturn, ou en tout cas où si Trump était condamné, il pourrait être gracié par un candidat républicain ou par lui-même si jamais il était élu à la présidence des États-Unis. Eh bien, là, il s'agit d'un procès au niveau d'un État, et donc le pouvoir fédéral n'a pas la possibilité, le président des États-Unis n'a pas la possibilité de gracier une condamnation qui a eu lieu au niveau fédéral, au niveau d'un État fédéré. Alors là, on avait 19 personnes qui avaient été accusées au départ, dont Trump. Il y en a certains qui ont fait des deals. Et donc, il reste Trump et 14 autres personnes qui sont donc accusées d'avoir interféré dans le résultat des élections. Vous vous souvenez notamment que Donald Trump avait demandé par téléphone au secrétaire d'État de la Géorgie de lui trouver le nombre de bulletins manquants pour qu'il gagne les élections. Donc tous les accusés ont plaidé en août dernier non coupables. Et là, on est à la phase avant le procès où le juge entend les différentes motions, les différentes requêtes que les accusés déposent pour soit, en fait, ne pas être couverts par le procès. Donc certains accusés ont dit, nous, ça relève davantage de l'interférence électorale. Et donc, la motivation de la procureure, l'argument selon lequel, vous vous souvenez, c'était cette loi sur la criminalité en bande organisée qui avait été utilisée comme motivation pour ce procès. Donc, en disant, finalement, on ne tombe pas sur le même sens. Il y a certains, bien sûr, Donald Trump, lui, essaye de reporter à nouveau en disant qu'il a... l'immunité, en disant que c'était dans le cadre de ses fonctions de président, qu'il voulait seulement s'assurer que le processus était bien fait et tout ça. Et donc, il y a ces motions qui pourraient viser soit à annuler le procès, soit à repousser le procès. La dernière accusation en date, ou motion en date, porte sur la procureure Willis. Et donc, il y a un des accusés qui dit que la procureure a eu des liaisons, des rapports non professionnels avec un membre de son équipe. Et donc, voilà, ça remet en cause les résultats de son enquête. Le juge a annoncé qu'il tiendrait une audience début février sur ce sujet. C'est intéressant de voir aussi que l'équipe de Trump essaye en fait de récolter des informations pour le procès qui se tient au fédéral sur l'insurrection du 6 janvier, parce que la procureure Willis, elle a rencontré les enquêteurs du comité à la Chambre sur les insurrections. Et ils ont demandé à avoir en fait tous les documents qui ont été transmis. Et donc la procureure a dit qu'elle avait transmis tous les documents, mais l'équipe de Trump dit il y a probablement des documents ou des notes qui ne nous ont pas été transmis. Et donc probablement qu'ils essaient aussi de chercher à avoir des éléments qui pourraient être utilisés par Jack Smith, le procureur spécial sur ce procès au fédéral sur l'insurrection du 6 janvier, au travers de ce procès. Donc c'est vraiment, tout est un peu lié, mais l'objectif c'est vraiment d'essayer de gagner du temps, parce que dans le même temps, le processus des élections en fait a déjà commencé. On y reviendra à la fin. Donc une fois que toutes ces requêtes auront été examinées, le procès pourra commencer, et on peut s'attendre à ce que cette période du printemps sera assez chargée finalement pour les avocats de Trump. Alors dans l'affaire criminelle au niveau fédéral à Washington liée à l'insurrection du 6 janvier, j'en parlais juste avant, Trump a fait valoir qu'il disposait de l'immunité présidentielle.
D'ailleurs, il a même déclaré que si finalement il s'avérait qu'il n'avait pas d'immunité présidentielle, alors une fois élu, il poursuivrait Joe Biden pour ses décisions sur la crise migratoire, sur la décision de retrait d'Afghanistan, sur la corruption et plus généralement sur ses liens financiers avec des pays étrangers. Alors là, c'est quand même assez drôle parce que sur ce dernier point, on sait que Trump a personnellement bénéficié financièrement durant sa présidence de contributions de gouvernements étrangers à ces différentes sociétés. Donc c'est quand même assez... voilà, enfin, il n'y a pas de honte là-dessus, pas de problème. No shame. Le procès, pour l'instant, a été mis en attente parce qu'il est prévu pour mars 2024. Mais là encore, on a différentes motions qui ont été déposées. Et donc, il y a différentes cours d'appel qui doivent se prononcer, donc, en particulier sur cette question de l'immunité présidentielle. Le procureur spécial Smith a tenté de demander à la Cour suprême de trancher dans une procédure accélérée, c'est-à-dire de ne pas attendre les différents appels qui, à chaque fois, mettent du temps et donc, finalement, repoussent et potentiellement jusqu'aux élections. Et la Cour suprême a décidé de ne pas se positionner dans une procédure accélérée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'acceptera pas d'étudier le dossier plus tard, mais en tout cas, elle a décidé qu'elle ne voulait pas couper court aux différents niveaux intermédiaires. Donc, on va voir comment est-ce que tout ça arrive, mais on voit bien que tout ça est un peu entremêlé et que Trump continue de faire feu de tout bois pour ralentir et ultimement reporter les procès après les élections. Et s'il est élu, potentiellement même après son mandat de président ou son double mandat, si jamais il était réélu une deuxième fois, comme vous savez, c'est possible aux États-Unis. Voilà, donc voilà un peu le cadre. Il y a un procès, vous vous souvenez, sur les documents confidentiels que Trump avait mis de côté, gardés à Mar-a-Lago. Il avait montré ces documents à différentes personnes. Ensuite, quand le gouvernement et les archives nationales en particulier avaient demandé ces documents, Trump avait dit qu'il ne les avait pas. Il avait entreposé ces boîtes de documents dans sa salle de bain, dans la salle de bal de Mar-a-Lago. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans l'épisode 6. Donc là, le procès est toujours prévu en mai 2024. Mais néanmoins, la juge qui est en Floride, qui a été nommée par Donald Trump, pourrait se laisser tenter par l'argumentaire des avocats de Donald Trump qui disent que, étant donné le large volume des documents, qui sont des documents classifiés, donc ça veut dire que les avocats doivent aller consulter ces documents dans des salles sécurisées, et donc c'est assez compliqué, c'est chronophage et tout ça. Donc ils utilisent cet argument-là pour dire on n'a pas le temps de se préparer correctement, et donc on a besoin de plus de temps à nouveau pour reporter après les élections, puisque là encore, c'est en vertu de l'acte sur l'espionnage que Donald Trump a été accusé, et la sentence pourrait être assez élevée, avec de la prison et de l'inéligibilité également. Et pendant ce temps-là, le processus de désignation des candidats des partis se poursuit avec les différentes primaires État par État qui culmineront à l'été avec la désignation du candidat du Parti républicain et du candidat du Parti démocrate. Et donc Trump utilise tout ce contexte judiciaire à son bénéfice en déclarant, dès lors qu'il le peut, qu'il s'agit là de la plus grande interférence jamais organisée à un processus électoral, et en se présentant naturellement comme victime. Il utilise aussi tout ça pour gagner des dons, puisqu'il appelle à des dons sans cesse pour payer ses frais de justice. Il y a des gens qui payent, quoi. Et il y a plein de gens qui payent. Voilà. Mais pour nous, et pour conclure, vraiment, on se dit que c'est incroyable que quelqu'un qui ait autant de procès à ses fesses puisse être candidat crédible aux élections. Mais effectivement, quand on est aux États-Unis, la probabilité qu'il soit élu est vraiment élevée, parce que, en tout cas, dans le Parti républicain, aucun des différents candidats à la primaire républicaine ne pense qu'il ne vaincra Donald Trump.
Merci Max. Ouais, ça va être un long podcast aujourd'hui. On vous prévient un peu, pas très en avance, mais vous savez que si vous avez 2-3 trajets en voiture à occuper, eh ben, vous pourrez le splitter. Ah, ça fait déjà 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes, ouais. Je suis désolé, j'étais un peu long, mais c'est vrai que... La partie suivante va sans doute être aussi un peu longue. Voilà, vous le savez, on va un peu dépasser nos... Mais c'est pour compenser le fait qu'on vous ait abandonné pendant un mois. Actu suivante, qui est un mélange d'un point d'information... d'actualité, n'est-ce pas? Et d'un point belgitude, c'est le départ anticipé de Charles Michel de la présidence du Conseil européen, puisque c'est inédit dans l'histoire de l'Union européenne. La démission en cours de route d'un président de cette fonction, ça a mené à beaucoup de discussions, notamment juridiques, sur est-ce que c'était faisable. Donc oui, c'est naturellement faisable. Mais pourquoi est-ce qu'il a démissionné? C'est parce qu'il va il va conduire la liste du mouvement réformateur, le MR, parti de droite modéré, ça dépend qui, mais en Belgique, pas son président, pour les élections européennes qui auront lieu en Belgique et partout en Europe en juin 2024. En Belgique, c'est une année importante parce que c'est électoralement parlant, parce que c'est également l'année des élections législatives. Ce sont des élections, comme dans beaucoup d'autres pays, à haut risque, notamment en Flandre, mais aussi en Wallonie, avec des partis extrêmes, d'extrême gauche en Wallonie et d'extrême droite, en bonne position pour obtenir de très très bons scores. Et donc cette démission pour pousser cette liste montre l'importance, dans un sens, l'importance que le MR porte à ces élections et à faire un score correct pour ces élections. Et puis ça nous montre aussi parce que Elio Di Rupo, vous en avez sans doute déjà entendu parler, qui est un ancien Premier ministre belge, un des tout premiers Premier ministre gay d'ailleurs, coucou Gabriel, de l'Union, au sein de l'Union européenne en Belgique, à lui, mais il est déjà assez âgé, a été nommé pour pousser la liste du Parti socialiste wallon. Ça montre un peu que le paysage belge, finalement, politique, ne se renouvelle pas beaucoup. Ce sont toujours un peu les mêmes têtes qu'on voit revenir. Ouais, après, c'est aussi, finalement, la conséquence de choisir, dans le cas de Charles Michel, quelqu'un qui est très jeune pour des fonctions de président du Conseil européen. C'est quand même une fonction assez senior et tout ça. Forcément, lui, il n'a pas fini sa carrière politique. Oui, non, bien sûr. Mais il devait être en poste jusqu'en novembre, au moment du renouvellement de l'ensemble des institutions. Et il s'en va, genre. Et là, il s'en va 6 mois avant, quoi. Donc, et surtout, le vrai problème, c'est que si aucun nouveau président n'est nommé et qu'on attend la nomination en novembre, eh bien, c'est la présidence tournante qui assure la présidence du Conseil européen. Et à partir de juillet, la présidence tournante, c'est Viktor Orban, la Hongrie. On a hâte, on se réjouit. Youpi, tralala. Bref, voilà, c'était un petit point rapide sur les élections en Belgique. Voilà, et donc au niveau européen, ce qui est assez difficile, c'est que d'habitude les choix entre des différents postes importants, donc présidence de la Commission européenne, présidence du Conseil européen, présidence du Parlement européen et présidence des différentes institutions, par exemple la Banque centrale européenne, tout ça se fait avec des équilibres entre les différents partis. Et le fait que Charles Michel finalement démissionne en juillet, en anticipation des autres discussions sur la composition de la Commission européenne et les différents postes, ça va finalement un petit peu ça divise, ça rend plus compliqué cette sélection et ces négociations sur les différents postes. Guillaume, on revient à la rubrique Actu complètement, avec un autre sujet principal et très important qui nous a occupé ces dernières semaines et qui nous a préoccupé, mais qui en même temps est vraiment finalement au cœur d'une partie importante de nous-mêmes à la croisée des chemins entre la question de la foi, une rubrique Actu qui va déraper, on va pas se mentir, sur la rubrique vie de couple. À un moment donné, on vous préviendra, on vous mettra un jingle aussi pour que vous ne soyez pas trop perdus. Voilà. Donc la foi, Guillaume, et l'homosexualité ? Fiducia supplicante, la confiance suppliante, la bombe qui révèle le jet lag de certaines parties de l'Église catholique. Donc ça, c'est ma petite punchline pour commencer.
En effet, le 18 décembre dernier, alors que les catholiques du monde entier, et notamment en Europe, étaient davantage préoccupés pour faire leurs dernières emplettes, finir la crèche, poser l'étoile sur le sapin ou allumer la troisième bougie, ou les trois en même temps, le Vatican, par la plume de son préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, a publié une déclaration. Donc une déclaration dans le fonctionnement de l'Église catholique du Vatican, c'est une déclaration du pape qui affirme quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose, ça ne change pas la doctrine existante de l'Église, c'est pas quelque chose qui s'impose, mais c'est une information de plus sur comment traiter une orientation, les informations qui existent déjà. Alors que dit cette déclaration d'environ 7 pages? La confiance suppliante, donc c'est une déclaration, je vous le disais, du très puissant dicaster pour la doctrine de la foi, qui autorise la bénédiction hors du sacrement par un prêtre de couple considéré par l'Église catholique comme étant en situation irrégulière, incluant les couples homosexuels. Donc, le document est signé, et j'insiste vraiment sur le mot de couple, parce que ça aura son importance ensuite. Ce document est signé par le préfet du dicaster et par son secrétaire Armando Matteo. La déclaration est donc publiée le 18 décembre et approuvée par le pape François. Alors, il y a même eu des photos pour prouver que le pape François l'avait approuvée, puisque quand elle est sortie, évidemment, un peu venue de nulle part, on va pas se mentir. Elle n'était pas annoncée. Elle n'était pas annoncée, elle n'était pas attendue. Mais j'y reviendrai après. Donc, Fiducia Supplicante fournit des clarifications et des réformes, sans changer la doctrine, je le disais, au traitement que l'Église accorde aux relations irrégulières, c'est-à-dire celles qui irrégulière entre guillemets aux yeux de l'Église, un lien monogame durable dans le temps et qui n'ont pas reçu le rite du mariage catholique. En particulier, il permet aux prêtres et aux diacres de réaliser des bénédictions spontanées à des couples de même sexe ainsi qu'à des couples du sexe opposé qui ne sont pas mariés, ainsi qu'à des couples qui se sont civilement mariés, desquels au moins une part a divorcé, mais sans avoir eu une annulation de mariage. Le document détaille que ce type de bénédiction informelle et spontanée n'est pas un sacrement ni un rite de l'Église catholique, et donc elle ne nécessite aucune cérémonie spéciale. C'est une cérémonie pastorale et pas sacramentale. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Pastorale et pas sacramentale. Le document soutient que les relations sexuelles sont pleines de grâce seulement dans le mariage. Il appelle aux couples hétérosexuels à se marier et à ne pas envisager cette bénédiction comme une alternative au mariage. Toutes les relations sexuelles extramatrimoniales sont considérées comme un péché pour l'Église et continuent à l'être. Mais pas l'affection qui peut exister entre deux personnes de même sexe impliquées. L'attraction sexuelle entre deux personnes du même sexe n'est pas condamnée selon la morale sexuelle de l'Église catholique, mais uniquement l'acte. Bref, on n'est quand même pas sur un truc archi-révolutionnaire, on est quand même sur une déclaration qui est relativement... qui se base vraiment sur la doctrine existante de l'Église pour ouvrir une porte qui existait déjà, mais qui n'avait pas été ouverte. Ouais, ça rappelle quand même ça rappelle toute la base, très claire toute la base de la doctrine sur le fait que seul le mariage entre deux couples, entre deux personnes de sexe opposé, qui conduit à la fécondité, les enfants, aux enfants, est le modèle unique de l'Église, et c'est ça les relations qui sont régulières et sanctionnées entre guillemets par l'Église catholique. Voilà, mais dans une dimension d'ouverture et pastorale, qu'on peut quand même faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Tout à fait. En tout cas, qui ne se faisait pas officiellement. Alors pourquoi cette déclaration ? Il est difficile de connaître le contexte, mais on peut la voir comme deux choses. D'une part, une réponse à un questionnement de plus en plus lancinant au sujet justement des couples homo, puisque finalement c'est pour ces couples-là qu'elle a été le plus important et qu'elle a eu le plus de réactions, même s'ils ne sont pas les seuls concernés, et que Max me le fait remarquer, la question des divorcés ou mariés est une question également importante, mais disons qu'elle revient depuis plus longtemps, mais de façon plus discrète. Et qui aurait notamment été un sujet chaud, ça se dit, pendant la première session du synode sur la synodalité dont on vous a parlé il y a quelque temps. D'autre part, ce pourrait être aussi une réponse du pape François à certains évêques, notamment aux évêques allemands, pour leur couper l'herbe sous le pied finalement et limiter les risques d'un schisme dans certains épiscopats progressistes d'Europe. Ce sont naturellement des suppositions à ce stade, on n'en sait rien, on ne saura peut-être jamais ce qui a conduit la publication de ce texte au moment où il a été publié. Alors les premières réactions, passé une phase d'ahurissement, de sidération, viennent de l'Église d'Afrique par la voix individuelle de certains évêques, mais de plusieurs conférences nationales également, qui, dans leur majorité, l'énorme, immense, écrasante majorité,
disent qu'elles n'appliqueront pas le texte pour la partie des couples homosexuels. Ça, c'est aussi très important. Et en même temps, la position ouverte de certains de ces prélats, n'est-ce pas, en soutien des politiques ouvertement conservatrices et homophobes des gouvernements, au point que l'homosexualité est un crime dans certains de ces pays. Cela ne nous surprend donc pas, et on constatera avec tristesse que les droits humains, pour certains, sont encore à géométrie très variable. Et cette semaine encore, le SCAM, ça porte bien son nom, ça, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, par la voix du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président, a déclaré que la bénédiction des couples homosexuels proposée par Fiducia Supplicans ne peut être mise en œuvre en Afrique sans s'exposer au scandale. Chacun appréciera. Aux US, une partie de l'épiscopat a également réagi et indiqué qu'il n'appliquerait pas toute ou partie de ce texte, là où d'autres, notamment l'archevêque de Chicago, le cardinal Blaise Cupich, parlent d'un texte qui aidera beaucoup plus de membres de notre communauté à ressentir la proximité et la compassion de Dieu, tout en rappelant que cette bénédiction ne peut prêter confusion avec un mariage. La conférence des évêques catholiques des États-Unis a émis une proclamation en disant que la déclaration faisait une distinction entre les bénédictions liturgiques, sacramentales et les bénédictions pastorale, on y revient. En Europe, des réactions très différentes. Il y a eu dans l'Est de l'Europe, notamment en Pologne et en Ukraine, des réactions extrêmement dures des évêchés. On n'est pas super surpris, on ne va pas se mentir. Ensuite, les évêques reconnaissent que les idéaux pastoraux du pape François ont notamment été déterminants pour la rédaction de la déclaration. Cette décision correspond à leur souhait d'une église ouverte qui prend au sérieux, respecte et accompagne les personnes dans différentes situations relationnelles. Et pour eux, le désir de bénédiction montre que les personnes concernées souhaitent entrer dans la relation salvatrice avec Dieu en faisant le pas de la rendre possible, la bénédiction des couples dans des situations relationnelles diverses. L'Église reconnaît ce désir pour tous. Et alors, très, très, très attendu, la réaction du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, selon laquelle cette déclaration du Saint-Siège est un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux en demandant humblement l'aide à Dieu. La CEF rappelle que nous recevons également de Jésus-Christ l'appel à un accueil inconditionnel, je cite, et que Fiducia Supplicans souligne que ceux qui ne vivent pas dans une situation leur permettant de s'engager dans le sacrement du mariage ne sont exclus ni de l'amour de Dieu, ni de son Église. Cool. Le texte, on est rassuré, dis donc. Le texte précise, l'épiscopat français encourage à ce que les personnes, c'est important, j'insiste sur le mot personne, dans leur désir de s'approcher de Dieu, pour bénéficier du réconfort de sa présence et pour implorer la grâce de conformer leur vie à l'Évangile. Elle précise également que cet accueil large et inconditionnel ne pourra advenir à travers des prières de bénédiction qu'à travers des prières de bénédiction, hors de tout signe susceptible de l'assimiler à la célébration d'un mariage. Pas de surprise, on reste sur quelque chose de très logique. Une réaction mesurée qui ne fait que prendre en compte ce qui est indiqué dans la déclaration, mais qui omet de façon, comment on dit, dans un silence assourdissant, le mot de couple qui est repris dans la déclaration, mais qui n'est absolument pas du Vatican, mais absolument pas dans celle des évêques de France. Et en Belgique, on est rarement déçu, naturellement. Geert de Keppel, porte-parole de l'Église catholique belge, a affirmé que ceci n'aurait pas un impact à niveau local. Alors vous allez me dire, oh là là, mais encore un conservateur, attendez, j'ai pas fini, puisque les unions entre les personnes de même sexe sont déjà communément bénies en Belgique, mais que la déclaration fera en sorte de donner un cadre à cette bénédiction. On rappelle que les évêques de Flandre ont proposé il y a quelques mois, on en avait parlé dans ce podcast, un format de bénédiction à l'époque déjà pour les couples de même sexe, qui finalement rentre un peu dans ce qui est proposé aujourd'hui, à l'exception que ce format a été ritualisé et que ce format en tout cas rentrait dans une forme de rituel et que le Vatican bannit toute forme de ritualisation. Connaissant les évêques belges, je pense que de même que les évêques africains feront omission de certaines parties de cette déclaration, les évêques belges le feront également. Exactement. Je voulais juste quand même revenir sur un point parce qu'on est déjà assez long, tu as coupé, mais en France, il y a eu quand même certaines déclarations de certains évêques conservateurs. Ah oui, tiens, j'ai obligé. Vous avez l'ouest de la France d'un côté et l'est de l'autre. Exactement. Et notamment la province de l'ouest de la France, qui globalement se sont attachés à être ouverts sur Fiducia Supplantis, mais en disant qu'à aucun moment il ne fallait bénir les couples parce que cela
cela serait susceptible de créer du scandale, un petit peu dans la même logique que nos amis africains, et donc disant qu'on pouvait offrir cette bénédiction, mais à des personnes individuelles et non pas au couple, parce que si on bénit le couple, finalement, c'est un petit peu leur donner une légitimité, la légitimité de cette union, alors qu'il fallait quand même rappeler et continuer à rappeler à ces couples qu'ils vivaient finalement en dehors du cadre que l'Église propose. Et après, certaines personnes ou institutions craignent une Église à géométrie variable, dans le meilleur des cas, ou un ou des schismes dans le pire des cas. Sauf que c'est méconnaître le fait que l'Église est déjà à géométrie variable aujourd'hui. Être catho en Belgique, c'est pas être catho en France, ou encore moins dans un pays africain, par exemple. Et même au sein d'une même unité pastorale, comme on dit ici, une paroisse à multiples clochers en Belgique, la nôtre, les différences de fréquentation de fidèles et d'attente des fidèles sont énormes. Quant à penser à un schisme, passer le moment de réception du document non contraignant, on le rappelle, et des cris d'orfraie qui s'en sont suivis, chacun retournera sans doute à sa routine et à son église habituelle. Mais comme on l'a déjà dit, ce document aura eu le mérite de contraindre à des prises de position et de permettre aux couples en situation irrégulière et aux couples homo de savoir quels sont leurs alliés dans l'église et qui sont ceux qui les rejettent ouvertement cette fois-ci. Alors on va passer à la seconde partie donc, de ce texte. On est déjà à une petite demi-heure de podcast, c'est long, mais comme on dit en anglais, bear with us, restez avec nous, ne nous quittez pas, vous allez voir, parce que on s'est dit que c'était aussi quelque chose dont on voudrait parler dans notre rubrique vie de couple, parce que comme l'a dit Max, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors qu'est-ce que ça nous a fait finalement à nous, homo, et pour l'instant encore catho? Pour reprendre un article paru dans l'Hebdo La Vie, oui, vous voyez, on prend des positions dans ce podcast aussi. La réception du document a éveillé des sentiments distincts, explique Jean-Michel Dunant, qui est prieur de la Communion de Béthanie, une fraternité œcuménique ouverte à tous, mais en particulier aux couples et aux homos. D'abord, un élan de gratitude pour ce texte qui entrouvre la porte et incite à continuer le travail pastoral. Parmi nous, certains sont impatients et voudraient que ça aille plus vite. D'autres voient la subtilité du travail nécessaire et apprécient qu'on prenne le temps. C'est un peu ma position. Je ne sais pas quelle est la tienne, Max. Moi, oui, c'est-à-dire à la fois, c'était une belle surprise dans la continuité de ce que François avait dit sur qui suis-je pour juger, quand même des positions nouvelles, mais bien sûr en respectant la doctrine et sans révolution. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, donc quand même assez chouette qu'il puisse y avoir ce cadre nouveau proposé et surtout qu'on parle des couples, parce qu'on n'en avait jamais parlé des couples. Voilà. Couple homo dans une déclaration du Vatican. Voilà, c'est vraiment une nouveauté, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine colère aussi de voir que cette déclaration finalement, elle va pas très loin. Et de voir le sentiment de rejet ou les paroles de rejet que ça suscite de par le monde. Et effectivement, tu l'as mentionné, notamment dans les pays d'Afrique où l'Église soutient très activement la criminalisation de l'homosexualité, et ensuite elle est offensée par le fait qu'on puisse considérer que des couples homosexuels, ça existe. Voilà, et donc tout ça c'est quand même, moi ça me fait bouillir de l'intérieur, et de voir que notamment en France on a des évêques qui disent ah non absolument pas, c'est scandaleux de bénir des couples comme couple, mais tout ça est quand même très à l'encontre de ce que je perçois ou je vois être le message du Christ et d'être ce que le message de l'Église devrait être pour moi. Donc, mais on peut quand même reconnaître, alors ça devient de plus en plus noir et de plus en plus compliqué. Si bien qu'on se demande finalement si ça fait pas plus de mal que de bien, mais au moins la question de l'homosexualité, qui était un espèce de gros tabou dans l'Église catholique, alors même que c'est comme un sujet, on va dire, qui touche un certain nombre de personnes, eh bien, au moins ce sujet-là est devenu un sujet de discussion. Je suis quand même très positivement surpris par le nombre d'articles, notamment dans La Croix,
sur fiducia Ça supplicans, n'arrête pas. de Partout. prise de position. Pour ceux qui veulent, je voilà. vous partage la revue de presse. Vous voulez. Ça, c'est très chouette parce qu'au moins, voilà, il y a un sujet sur la question L'éléphant des couples l'éléphant est sorti du toujours dans le magasin de porcelaine, mais il est en train de se diriger vers la porte là. Et donc, ça, c'est très chouette. Mais c'est vrai qu'on voit cette. Comment dire voilà, cette séparation des positions. Et finalement, malheureusement, la balance est plutôt en train de pencher du côté de ceux qui sont ultra-conservateurs. Oui, mais c'est pas vraiment une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais du coup, mais ça permet. On se dit, là où on se dit qu'on pourra avoir de l'espérance grâce à fiducia supplicans, que les choses évoluent dans un sens de pastoral, voilà, on reconnaît que voilà, oui, ça n'est pas la situation idéale qui est encouragée par l'Église, mais néanmoins, eh bien, on donne à tous la possibilité et l'accueil d'une intégration limitée, mais voilà. Et ben non, finalement, on est plutôt en train de revenir un peu en arrière et finalement de se dire est-ce qu'on a finalement cette place dans l'Église catholique? C'est le sens de ce que tu disais tout à l'heure un petit peu de manière provocante, Guillaume, en disant on est encore catholique. J'assume, je parle Est-ce qu'on a cette place est-ce que finalement l'Église catholique, cette Église, elle veut de nous, ou en fait finalement elle ne veut rester que dans ce modèle de ceux qui sont dans cette situation idéale que personne promeut. Le pire, c'est que c'est d'une hypocrisie sans nom, parce que personne n'est dans une situation idéale vis-à-vis de l'Église catholique. Personne. Même pas l'Église catholique elle-même. Même pas l'Église catholique elle-même. La doctrine, la morale judéo-chrétienne, c'est un enfer. Et ben, pour moi, cette déclaration aura pour conséquence non pas de diviser l'Église, parce que pour moi, elle l'est déjà. C'est une Église qui était déjà divisée, mais de porter à la lumière ces divisions entre les tenants d'un respect strict de la doctrine et des textes. Moi, c'est ce que j'appelle l'Église de bureau, finalement. Et puis ceux qui considèrent que l'Église doit être aussi sensible aux réalités de notre monde. Et nous sommes une réalité de notre monde, l'Église de terrain, finalement. Pour bien, je trouve personnellement plutôt utile, parce que j'avais aucun doute sur la diversité des opinions cachées avant, mais maintenant je sais sur quelle partie de l'Église je peux compter pour que ma réalité, celle d'un homo croyant, soit prise en compte dans son ensemble, et pas seulement pour ce qui arrange les uns et les autres, finalement. Non, et c'est vrai, et ça c'est quelque chose qui a été très intéressant pour nous. C'est, certes, ça a mis potentiellement un peu plus de temps à voir le jour, parce qu'on a entendu quelques paroles vraiment limitées, et on a plus entendu ceux qui étaient contre. Mais néanmoins, au travers notamment de ces différents articles et de ces différentes opinions, ça a aussi forcé ceux qui sont plus ouverts à ces réalités et peut-être moins conservateurs à prendre parole, à prendre la parole publique et à dire que c'était une bonne chose, à dire que l'Église avait besoin de ça, l'Église avait besoin d'être ouverte sur des réalités, je veux dire, sur la question des divorcés remariés. Bien sûr que c'est la question des couples homosexuels qui fait le plus débat, parce que quand on voit ces personnes parlent de couple homosexuel, la seule chose auquel ils pensent, c'est l'acte sexuel. Ah oui, parce que c'est sûr que en fait, c'est l'acte sexuel, parce que le reste n'existe pas et on s'en fout. Que l'Église foute la paix à la chambre à coucher. Voilà. Et donc, voilà. Enfin, moi, je trouve qu'au moins ça a eu le mérite de faire émerger c'est tous ces gens qui sont plus ouverts, plus dans une voilà, plus libéraux, on va dire, peut-être, et qui jusqu'ici finalement ne disaient rien parce que ils avaient des réalités de terrain, des politiques d'accueil et tout ça, mais n'étaient pas forcément très visibles. Voilà. Mais cette tension, quand même, elle existe. On voit finalement que le choix de la CEF de faire une déclaration à minima, eh bien, ça montre que finalement, il n'y a aucun consensus possible entre ces deux fractions de l'Église. Et donc, ça, c'est quand même... Mais au moins, on sait à peu près où elles sont. Voilà. En gros, en tout cas pour ce qui est des évêques. Et on sait que François a fait des renouvellements des évêques. Il a nommé beaucoup d'évêques durant son pontificat. On espère qu'il va continuer à le faire. Et ça nous donne aussi peut-être un peu d'espoir qu'on puisse avoir finalement un équilibre entre ceux qui sont plus conservateurs et ceux qui sont plus ouverts, on va dire. Voilà. Mais néanmoins,
tout ça continue de nous faire réfléchir sur quelle est notre place dans cette église. Est-ce qu'on a une place dans cette église ? Absolument. Et ça tombe bien parce que du coup, on va avoir une année entière pour y répondre. Donc, d'ailleurs, bonne année à toutes et à tous. Oui, on a peut-être dû commencer par là. Bonne année, nos meilleurs vœux. Pu commencer par là. Ouais. Bon, c'est un gros sujet de discussion, mais je pense que pour une fois, on a fait faire écho à l'actualité, à notre propre vie de couple. Et ça, je pense que c'est Vous voyez, quand on a des sujets qui nous touchent particulièrement, et on s'y attelle bien. C'est la fin de cette partie de notre discussion vie de couple. On se rend compte que ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est dans ce podcast. Et comme on a pris la résolution il y a déjà quelque temps qu'il fallait que ce podcast reste court, on vous propose de s'arrêter là. On a une grande rubrique de vie de couple qui est consacrée à notre périple outre-Atlantique au Canada, dans l'hiver froid canadien, mais on vous en parlera la prochaine fois. Donc voilà. Absolument. On est quand même jetlagué, on vous rassure. Le titre de ce podcast s'applique toujours. On vous a montré plusieurs situations de jetlag aussi, et on sera super heureux effectivement de vous partager tout ce qu'on a fait la semaine, deux semaines qui viennent de passer, dans l'épisode 10. Et comme ça vous donne une occasion de nous réécouter dans 15 jours en plus. Voilà. Alors si vous êtes arrivé jusque-là, et si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup. Merci de continuer à nous écouter. On espère que ces discussions, ces précisions sur l'actualité vous ont aussi permis d'avoir une meilleure compréhension du monde, mais aussi des réflexions personnelles sur ce que vous pensez de cette déclaration, par exemple. Mais dites-le nous en commentaire, dites-le nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous un email si vous voulez, tranchedecouple@gmail.com, le 2 étant le chiffre 2, bien sûr, comme d'habitude, et puis continuez à faire découvrir ce podcast en mettant des likes ou en le partageant sur les réseaux sociaux. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Pas trop jetlagué.